Je partage, monsieur le rapporteur général, nous partageons votre souhait de rétablir la confiance avec les Françaises et les Français sur ces questions budgétaires, d'où l'exercice de transparence que nous allons faire de façon mensuelle dans les différentes innovations que nous avons présentées, d'où aussi l'exercice de transparence que nous avons voulu faire sur l'écart entre la prévision de budget pour 2024 et l'exécution. Et on en a rendu compte, puisqu'un comité d'experts a été réuni. Il y a eu dans de nombreux pays européens une déformation des recettes. Et donc, d'autres pays européens ont eu ces écarts et ça a été présenté de façon transparente. Et ça a conduit d'ailleurs à un dialogue renforcé avec le comité d'experts, avec ce club des prévisionnistes dont j'ai parlé en introduction, et aussi dans le dialogue avec le Haut Conseil des finances publiques que nous rencontrons régulièrement. Alors, les conclusions du budget économique d'hiver, la note du Trésor à laquelle vous faites allusion, sur lequel nous sommes encore en train de travailler, vont évidemment nourrir la réunion d'alerte qui aura lieu début avril. Et si la croissance est plus faible que prévu, ce qui est possible, effectivement, nous devrons faire les ajustements. Peut-être prendre un peu plus de temps sur les solutions 2026, non pas pour parler des solutions précisément, parce que si nous les avions, nous serions au mois de juin, mais quelques pistes de méthode. On a, comme vous le savez, 10 points de plus que la moyenne européenne de dépenses publiques pour une qualité de service public qui, aujourd'hui, si on écoute nos concitoyens, ne donne pas totalement satisfaisante, n'est pas totalement satisfaisante. Et donc, être dans la recherche d'efficacité de l'action publique, dans toutes les dimensions, que ce soit la sphère de la sécurité sociale, des collectivités locales dans leur autonomie de gestion et de l'État, est sans doute une source sur laquelle nous travaillons. Et quand nous regardons les choses en détail avec la ministre, ça nous donne déjà quelques idées. Alors c'est vrai que cela passe notamment en matière d'évolution de dépenses par l'obligation dans tous les segments de la sphère publique d'avoir une augmentation des dépenses qui soit inférieure à l'évolution nominale de la richesse nationale. C'est une des façons, globalement, de se mettre sous contrainte. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entités. Cette contrainte financière, elle peut même se traduire par une efficacité accrue, parce qu'on voit bien que parfois, c'est l'empilement de couches de contrôle ou d'administration qui empêche l'efficacité de l'action publique. Donc, nous allons nous lancer là-dedans de façon très vigoureuse. La méthode, ça va être le dialogue. On a réussi avec vous, grâce à vous, à faire adopter le projet de loi de finances pour 2025 dans un dialogue très ouvert, mais qui s'est fait dans un espace de temps réduit. Nous allons le faire dans un espace de temps plus large, puisqu'il va se dérouler jusqu'au mois de juin. Et en fait, les grandes idées qui nécessairement vont, pour certaines, être des idées assez transformantes en matière de finances publiques ou de gestion publique, elles vont arriver du dialogue avec les partenaires sociaux. On a eu le débat en ce moment un peu vif sur le conclave sur les retraites, mais les partenaires sociaux savent exactement quel est le cadre dans lequel ils doivent travailler. Je pense que ce dialogue doit nous permettre de piloter la sécurité sociale. On va le lancer avec le ministre chargé des collectivités locales, François Rebsamen, dans quelques semaines. Et c'est par ce dialogue qu'on va trouver des solutions qui pourront, pensons-nous, être évidemment présentées aux deux assemblées, mais qui pourraient réunir un consensus. Voilà, je ne veux pas être plus long et je passe sur les autres éléments la parole à ma collègue. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs éléments. Il n'est pas question de faire un budget participatif. Nous n'en avons ni les outils, ce ne serait pas adapté, et la démocratie représentative est précisément là pour faire les choses de manière, je crois, organisée et transparente. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a à la fois beaucoup d'idées reçues, et puis il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, si vous regardez la situation, les mécanismes budgétaires depuis 5 ans ont beaucoup changé dans leur nature, dans leur dynamique, dans les transferts entre l'État et la sécurité sociale, dans la manière dont les différentes réformes, je pense par exemple au financement des collectivités. Et donc je crois qu'il nous faut avoir un point de départ partagé sur la réalité de l'ampleur du défi, sur les mécanismes qui existent ou qui n'existent pas. Il n'y a pas d'impôt magique qui va tout régler. Il n'y a pas d'absence de volonté du gouvernement de trouver la solution qui serait évidente sous nos yeux, alors que, en fait, quand on regarde les enjeux d'échelle, tel ou tel débat parfois passe très très largement à côté des besoins. Bref, le but, c'est de ne pas créer l'unanimité dans le pays. Ce serait à la fois dangereux et sûrement pas réaliste. Mais en revanche, de retrouver des points de départ communs.
Il n'y a pas de débat public possible si on n'est pas déjà d'accord sur quelques faits, sur quelques réalités, sur quelques contraintes et sur là où nous en sommes. Là où nous en sommes doit à nouveau pouvoir être un point de départ partagé. Et ça nous demande un peu de temps parce que si vous regardez parfois de manière volontaire ou involontaire, mais le débat public est plein, et vous les voyez tous les jours, de choses qui ne nous aident pas à discuter, ne nous aident pas à débattre. Et c'est ça qu'on veut faire dans les prochaines semaines, avec des exercices où vous serez évidemment associés, des choses qui seront plus à la destination du grand public, peut-être moins avisées par définition que vous ne l'êtes. Mais il semble essentiel que cette transparence existe. La nation, elle tient par la solidarité, notamment financière. Une nation, c'est un groupe qui a un passé et des projets. Mais ce qui finance ces projets, c'est notre capacité à les financer. Et donc nos impôts, le consentement à l'impôt, la réalité des dépenses, la nature de ce qui fait que telle ou telle dépense évolue dans le temps, il semble que c'est essentiel. Deuxième élément, pour mieux piloter nos politiques publiques, ce qui nous frappe peut-être avec Éric Lombard, c'est que la crise du Covid a beaucoup chamboulé les enjeux de gouvernance, les enjeux de chaîne de commandement. Le pilotage dans beaucoup de politiques publiques a été très chamboulé par ces deux crises successives, du Covid d'abord, puis de l'inflation. Et il nous semble qu'il y a quand même des gisements d'économie, d'efficacité effective, et on viendra évidemment devant vous vous les présenter, dans le domaine social, dans le domaine de l'État, dans beaucoup de champs de la politique publique, où changer la gouvernance, réaligner les intérêts, remettre un pilotage clair dont il peut vous être rendu compte ensuite, sera essentiel et génère des économies. Alors peut-être pas les 35 milliards dont on parle, mais un bon quantum vient aussi notre capacité à reprendre en main des dépenses, les crises successives ayant fait perdre ces éléments. Plus concrètement, au fond, ce qu'il nous faut faire, c'est qu'on réaligne notre croissance de la dépense sur, déjà la croissance nominale du PIB, puis un peu moins que la croissance nominale du PIB si on veut redresser les finances publiques. Vous avez quand même des postes de dépenses aujourd'hui qui ne sont plus du tout sur le rythme de croissance du PIB, qui sont très au-delà. Et quand c'est très au-delà, il faut que ça nous interroge. Soit c'est une priorité assumée, voulue et choisie, pas de problème. Si c'est subi, il faut qu'on en trouve les moyens.